Bonjour à toi et bienvenue sur Job à bord. Mon nom est Richard Fernandez et tu es sur le podcast qui te donne la parole pour partager ton expérience maritime. Alors aujourd'hui, laissez-moi le plaisir de vous présenter Jonathan. Jonathan, il est sommelier et il travaille pour la compagnie Ponant. Alors du Guatemala, Pérou, Costa Rica, l'Équateur jusqu'en Antarctique, on va embarquer avec lui et vivre son quotidien à bord. Alors entre passion et professionnalisme, on va rejoindre Jonathan tout de suite. Jonathan, bonjour. Bonjour Richard, enchanté. Enchanté, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur le podcast Job à bord. Et je suis sûr d'avance qu'on va se régaler avec toutes les infos que tu vas nous donner. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Jonathan ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je suis Jonathan Brunet, j'ai 38 ans, bientôt 39. Je travaille dans la restauration depuis déjà 20 ans. La compagnie Ponant depuis septembre 2019. 2019, d'accord. Donc, c'était quoi, en saison ? C'est-à-dire que j'ai postulé pour la compagnie Ponant un peu par hasard, puisque à la même période à Paris, parce que moi ça fait 10 ans que je suis à Paris aujourd'hui, à la période à Paris, on traversait une crise entre manifestations et crise des Gilets jaunes. C'était un petit peu compliqué au niveau du travail. Je rappelle. Et puis un soir, un peu sans conviction, j'ai envoyé un CV avant d'aller me coucher, en fait, comme ça. Et il se trouve qu'on m'a répondu 3-4 jours après. Enfin, j'avais pas oublié, mais j'ai passé déjà à autre chose. Et on m'a répondu, à la base, je postulais pour un poste de maître d'hôtel, qu'ils n'avaient pas de place pour ce poste, ils n'avaient pas de poste vacante. Et ils m'ont proposé le poste de sommelier. Je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je suis pas un sommelier de métier, j'ai beau être passionné par le vin, j'ai des connaissances, mais je suis pas un sommelier de métier. Ils m'ont dit, bah, écoutez, avec le background que vous avez, connaissances, on voit que vous avez déjà fait des belles maisons, ça devrait aller. Donc j'étais assez enchanté et ravi. Je leur ai dit, bon, écoutez, je sais pas, je vais réfléchir. Envoyez-moi la carte des vins, puis on verra, quoi. Puis la personne qui m'a rappelé avant de raccrocher, elle me dit, bon, écoutez, je serai vous, je réfléchirai pas trop longtemps. C'est quand même pour aller en Antarctique. Oui. Bon, c'est vrai que l'Antarctique, c'est quand même une destination qui fait un peu rêver. Et c'est pas à côté en plus. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, moi, à cette période-là, j'enchaînais un peu les vacations bien des traiteurs. Donc, on m'a envoyé la carte des vins et l'itinéraire du bateau. Mhm. Je le rejoignais au Guatemala et c'est parti pour une aventure déjà de quelques mois, quoi. Pour quelques mois, 19 septembre, j'ai embarqué et j'ai débarqué le 20 janvier 2020 déjà. Et, D'accord. donc j'ai pris un peu le temps de la réflexion parce que finalement, fallait aller un petit peu vite et je me dis, ça y est, ça a bousculé un peu mon quotidien parce que ça y est, je vais m'envoler à 10 000 km de là et je vais laisser mon appartement et hop. Donc, bah, j'ai mis quelques jours là, vite, ma réflexion a été vite, j'ai bouclé ce que j'avais à faire chez moi et j'ai laissé les clés de mon appart à un voisin, juste qui regarde si tout va bien de temps en temps et me voilà parti pour travailler pour la compagnie Ponant. D'accord. Tu avais des notions, j'imagine, de sommellerie, puisque tu as travaillé beaucoup dans la restauration. Avant d'embarquer, est-ce que t'as pris des renseignements, dans les bouquins, sur Internet, sur un peu le métier? J'ai rebûché un peu la carte et j'ai pris beaucoup de notes. J'ai pris mes notes avec moi. Bon, je te cache pas qu'une fois sur le bateau, tu penses que tu as le temps de lire un pavé, un bouquin, et tu te dis comme ça va pouvoir me rafraîchir mes connaissances. Mais une fois sur le bateau, bah, c'est un peu le travail sur un bateau, c'est un peu comme une machine à laver qui tourne à 700 tours minute et tu prends le train en route, quoi. Donc j'ai pris je pense que ce qui a fait foi, c'est surtout mon expérience professionnelle, la solidité mentale. Et puis après, c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à travailler sur un bateau parce que, comme je dis souvent, la carte postale est jolie, quoi. Ça fait rêver de voyager, on voit des paysages de rêve, quoi. Mais derrière, il y a quand même, on est quand même dans une bulle pendant quelques temps avec tout le travail et tous les engagements qui s'ensuivent. Oui, c'était ta première expérience, hein, maritime. Voilà, c'était vraiment ma première expérience. Et ça fait longtemps que je voulais essayer puisque j'en avais toujours un peu entendu parler de l'expérience de bateau. Mhm. Et puis depuis déjà longtemps,
me disais, tiens, les bateaux, faudrait essayer un jour. Je me suis dit, tiens. Et là, je crois que c'était un petit peu le moment, quoi. Il y en a qui tentent ça, ils ont 20 ans, ils sortent de l'école. Moi, j'ai un peu attendu. Je sais pas, faut croire que j'étais pas prêt avant, quoi. Oui. Donc, j'ai postulé et l'expérience m'a plu, quoi. Merveilleux, superbe. Alors, on va vite fait, on va rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que la compagnie Ponant. Alors, c'est quand même l'unique armateur français des navires de croisière, Ouais, sous pavillon français, hein, chose rare. ouais, effectivement. Ponant, c'est une très belle compagnie. C'est une compagnie française. Ponant, c'est aussi le nom du bateau trois voiles, d'où le nom de la compagnie, les trois voiles, Ponant, ou l'emblème de la compagnie, pardon. Euh, et puis, Ponant, c'est quand même le leader, enfin, numéro un de la croisière de luxe 5 étoiles et la croisière d'expédition. Et Ponant, c'est des bateaux à taille humaine, donc une ambiance familiale à l'intérieur. Donc, c'est des bateaux qui comptent en moyenne 180 passagers, plus ou moins, quoi, C'est ça. avec l'équipage adapté, bien sûr. Mhm. Alors, d'après enfin, ça a été fondé en 1988 à Nantes, alors par une poignée d'officiers, moyenne d'âge de 23 à 29 ans, Ouais, ce c'est qui est vrai pas, que ce qui est pas mal, hein, c'était oui. un véritable exploit à l'époque, finalement. Ben, ils ont réussi à trouver des investissements finalement et ben, 33 ans après, aujourd'hui ils ont 13 navires dont le Ponant dont tu parlais qui est un voilier, c'est un 3 mâts, c'est ça? Oui. Ouais, voilà. Et donc 33 ans après, ils ont 210 croisières à travers le monde, 210 Ouais. destinations à travers le monde. Alors ils ont fait en 2018, bon avant la pandémie, plus de 40 000 passagers en 2018, qui est pas mal quand même, et ils emploient 1500 marins. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que ça représente une flotte impressionnante et quand on regarde un peu les chiffres, il y a de quoi, il y a de quoi s'envoler avec. Je pense que c'est aussi une compagnie qui est bien secondée, puis petit à petit, une compagnie qui s'est fait, qui a su faire confiance à son équipage, quoi. Exactement, ouais. Et puis c'est assez rare de souligner une compagnie française, hein, pas toujours. On fabrique de super bateaux, des compagnies internationales, hein. Alors, Royal Caribbean, par exemple, Ouais. on fait Le des problème, c'est que magnifiques souvent, bateaux. ces bateaux-là, ils appartiennent pas à des pavillons français, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que c'est assez rare pour le souligner qu'une compagnie sous pavillon français propose des croisières internationales comme ça. Ouais. Alors, raconte-nous, Jonathan, alors ton premier contrat, voilà, tu embarques. Qu'est-ce qui se passe? Premier contrat, j'embarque, ça y est, j'arrive au Guatemala parce que je rejoignis le bateau au Guatemala, si j'ai bonne mémoire, à Puerto Quetzal. Donc je suis arrivé la veille, on vient me chercher à l'aéroport, tout se passe bien. On me cherche à l'aéroport, je fais une nuit à l'hôtel. Alors, Voilà, donc ça y est. est-ce que le voyage avait été pris en charge par la compagnie? Oui, alors oui, 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 ça, c'est une chose qui est très importante. C'est C'est bien de c'est- c'est souligner. im- c'est important de le dire pour ceux qui nous Euh, écoutent. le voyage en général est effectivement pris en charge par la compagnie, que ce soit aller et retour. Donc ça, c'est quand même c'est un point qui est important parce que bon, les voyages, quand il s'agit de récupérer le bateau à l'autre bout de la terre, c'est pas des vols, c'est des vols qui sont assez onéreux. Ouais, c'est ça, Donc ouais. on a vite dépensé un mois de salaire dans un billet d'avion, quoi. Oh oui. Mm. Donc, écoute, ça y est, j'arrive au Guatemala, on commence à se rapprocher. Là, je me pose tranquillement et puis, ça y est, le lendemain matin, la nuit passe, le lendemain, hop, on vient nous récupérer, on fait 1 heure de route et on nous pose, voilà, devant le bateau. Les passagers avaient débarqué et nous, on embarquait le même jour que d'autres passagers, un peu plus tôt d'ailleurs, et puis on prenait la relève finalement parce que le bateau est sans arrêt, il continue. Je parle vraiment hors Covid, il est sans arrêt, donc on prend le bateau en route, on prend la relève de nos collègues. Donc le premier contrat, au début, il y a énormément de choses à assimiler, puisqu'on est sur un bateau, faut aller rendre des comptes dès le départ, faut aller aux quatre coins du bateau pour les uniformes, faut aller au pont pour donner des diplômes, parce que bien entendu, avant d'embarquer, la compagnie nous aura fait passer quelques petits tests. Faut aller donner des certificats médicaux au docteur. Puis voilà, ça s'enchaîne vite, quoi. Les bateaux, votre attribution de cabine, votre uniforme, et ça y est, quoi. 1 heure et demie, 2 heures après, vous êtes déjà dans le bain. Donc moi, j'avais un binôme, ça faisait déjà quelques mois qu'il était là.
Il était pas sur la fin, mais bon, il était sur une ligne droite une dernière ligne droite déjà bien entamée. Oui. Donc, il faut vite prendre possession des lieux, ce qui est pas évident. C'est vraiment pas évident. Vite prendre possession des lieux, de son travail, de son poste. Et puis le soir, ça y est, on accueillait les passagers. Donc, moi, sur le bateau sur lequel j'étais, il y avait deux pôles de restauration, un au pont 2 et l'autre au pont 6. Donc, on était deux sommeliers sur le bateau. Tu peux Pour, nous rappeler le nom du bateau, Jonathan? alors, le premier bateau, moi, sur lequel j'étais sur le Soleal, qu'on va appeler des sister ships. Oui. Donc, Enfin, je crois qu'il y a un max de 265 passagers, c'est ça? alors, un peu moins sur cela, il y a 190 passagers. 190, d'accord. Ouais. Les autres catégories, c'est des explorers, en fait. La configuration est un peu différente. Sur Oui. les sisters, on est deux sommeliers et c'est juste parce que les pôles de restauration, par rapport aux explorers, ils sont un peu plus éloignés. De ce fait, on a besoin d'être deux. D'accord. Et Donc, il y avait combien de restaurants à bord? il y avait deux pôles de restauration. Deux Deux pôles de pôles, hein? restauration. Il y avait le main lounge qui était réservé au bar. Oui. Ouais. C'est-à-dire Et c'est le restaurant un petit peu plus, voilà, c'était un pôle un peu décontracté où relax, voilà. Mm. c'était un peu le piano bar si tu veux. Il y Mm, avait mm, plusieurs pôles. Il y avait deux bars, le main lounge, mm. un peu le piano bar, et il y avait aussi le bar de l'observatoire qui était vraiment à l'avant du bateau et qui était assez agréable parce que vous aviez une vue panoramique, plus ou moins panoramique sur la mer et vous pouviez siroter votre verre de champagne ou autre tranquillement sur cet espace. Alors, sur le Soleal, hein, c'est ça, hein. Donc, Ouais. c'était quelle route? En fait, on descendait du Guatemala, on descendait jusqu'à Ushuaia pour faire la boucle antarctique en fait à chaque fois. Donc on est descendu Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, les Génial. côtes colombiennes, l'Équateur, Panama, euh, Valparaiso, Callao, le Pérou, Pisco, puis on descendait, puis il faisait un peu froid. Et Et est-ce que tu avais l'occasion de descendre un petit peu aux escales? Alors, c'est vrai que nous, c'est vrai que souvent, on dit toujours dans la restauration qu'on est, que ce soit dans un hôtel, finalement, là, on était sur un hôtel flottant, que la restauration est le pôle délaissé. Enfin, parce que dans les restaurants, il y a toujours du boulot, matin, midi, soir. Et Oui. là, finalement, sur ces hôtels flottants, on était un des pôles où il y avait toujours du travail, contrairement à d'autres personnes sur le bateau qui avaient des shifts complètement différents. J'avais un peu le temps. Je sais pas que j'avais énormément de temps. J'avais un peu le temps, suivant les destinations, de descendre en coup de vent le matin. Ça dépendait de mon organisation que j'arrivais à prendre. Et puis l'après-midi. Et puis parfois le bateau s'arrête il fait une nuit à quai. Donc si bien entendu nous avons l'autorisation du commandant, on peut un peu sortir jusqu'à une certaine heure, bien entendu. Et là justement on peut. Mm. Est-ce que c'est comme les traditionnelles croisières, est-ce que c'est une navigation de nuit? Non, 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 c'est vrai que suivant les croisières, les itinéraires, il y a là par exemple cet été, j'étais sur un autre bateau de la compagnie. C'est vrai que c'était, on va dire, plus ou moins une navigation de nuit, puisque chaque jour on arrivait à un point où les passagers descendaient du matin et donc on repartait le soir. Et il nous arrive d'avoir des jours en mer. C'est c'est vrai que le planning des passagers est assez dense. Et on peut dire vraiment que c'est plus ou moins une navigation de nuit. Il y a quelques jours en mer, mais la compagnie fait un maximum de façon à ce que les passagers puissent profiter un maximum de la journée entière, quoi. Bien sûr. Alors là, c'est vrai que c'est un peu particulier en Antarctique, parce que bon, vous êtes au milieu des glaciers, des icebergs, des manchots. Donc les journées, on avait l'impression que les journées se ressemblaient, sauf que le cadre était un petit peu différent d'un iceberg qui bouge ou qui tombe, ou qui s'effondre. Mais le bateau, en plus, il y a un décalage au niveau de l'horloge biologique, puisque il faisait pas nuit, quoi. Il y avait comme une pénombre la nuit, mais il faisait pas nuit. Ouais, c'est vrai que Donc, la nuit tombe plus tôt, hein, dans ouais. les hémisphères sud ou Euh, au nord. Oui. donc en fait, les activités étaient variées entre des petites balades en zodiac,
avec les passagers, des balades en canoë-kayak. On s'arrêtait à un point où on allait voir les manchots. Mais Tu- bon, c'est vrai que ça reste, pour certains passagers, ça reste la croisière d'une vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est des paysages extraordinaires. Et, Même en travaillant, je pense que c'est quand même un kiff de voir tout ça, quoi. ah non, non, comme tu l'as souligné il n'y a pas longtemps quand je t'avais au téléphone, effectivement, c'est dur une fois quand on est sur le bateau en activité, mais quand on repose le pied sur terre, on t'arrivera pas d'éloge sur la compagnie ou sur ce qu'on a fait, quoi. Bien sûr, Donc, effectivement. il y a travailler, travailler, enfin, il y a les conditions, il y a aussi le contexte. Travailler dans une carte postale, c'est autre chose que, voilà, travailler, enfin, au buffet de la gare. Enfin, j'ai rien contre les buffets de la gare, mais c'est quand même une autre carte postale. Et puis, le- le- l'envie et puis travailler dans des conditions avec un cadre Non, magnifique. c'est quand même magnifique. Si on veut perdurer un peu dans la compagnie, il faut quand même, bon, bah, à côté de ça, il n'y a pas de secret, il faut quand même faire son travail. Si vous avez envie d'être appelé par la compagnie, puisque la compagnie est quand même assez vigilante sur votre travail, et que vous avez quand même une évaluation de fin de contrat, enfin, vous êtes un peu surveillé, quoi. C'est pas la Gestapo, mais elle mise sur vous dans le sens où, bon, bah voilà, vous avez rejoint la compagnie, si le travail plaît, tout va bien. Après, c'est comme partout. Ben, il y a quand même des normes qui sont, contrairement à l'hôtellerie traditionnelle, qui sont plus sécurisées, hein. Il y a beaucoup la sécurité, la sûreté, hein, qui joue Ah, bah, c'est là-dessus. vrai que la sécurité, sûreté est très importante sur un bateau parce que bon, on est en mer. Psychologiquement, quand on est à 10 000 km de la maison, on réagit pas pareil. On est quand même dans une bulle, donc on peut avoir parfois un caractère qui change. C'est vrai qu'il faut quand même s'entendre avec tous ses collaborateurs. Alors C'est ça qui, justement, Jonathan, tu nous as parlé de ton embarquement au niveau du vol et lorsque tu es arrivé à destination pour embarquer. Est-ce que avant d'embarquer, est-ce qu'on t'a demandé certaines certifications ou des formations au niveau maritime? bah alors pour mon premiers contrats, on m'avait demandé de passer des tests puisque bon comme j'ai embarqué un petit peu rapidement par rapport au moment où j'ai postulé, on m'a demandé de faire des tests sur Internet. On m'a demandé de lire des gros pavés pas possibles sur enfin, la documentation maritime, sur les lois. Enfin voilà, on m'a demandé De te renseigner de sur mettre tout ce qui était la sécurité, surtout sûreté, voilà, et euh, puis sur l'I- sur d'avoir l'ISP. une vaccination à jour. C'est ça, oui. Oui, parce qu'on demande beaucoup, hein, au niveau enfin, les nouveaux embarquants doivent d'abord se familiariser avec le bateau, hein, c'est-à-dire qu'en général, on fait un tour du bateau avec un officier pour. Bah, après, c'est vrai que, comme tu le dis, bon, après, on a condensé de tellement de choses à voir rapidement avant d'embarquer. Bon, je vais pas dire qu'on oublie tout, mais une fois sur le vif du sujet, on mémorise un peu mieux. On a un tour du bateau qui est effectué avec un officier. Et puis, avant chaque embarcation de passagers, avant de partir, on a un exercice de sécurité générale avec l'équipage et les passagers, Mhm. donc ce qui est important. Classique. Mhm. Et, et puis, durant chaque croisière, il y a des exercices de sécurité qui sont programmés. Il y a un planning d'exercices de sécurité, il y a des formations à bord. Bon, c'est vrai que par rapport au planning que nous, on a de travail, bon, bah, faut pas oublier qu'on est à la fois, par exemple, sommelier, mais d'hôtel, esthéticienne, mais à la fois marin. Donc ce rôle-là, on n'a pas tendance à l'oublier, mais des fois, on aimerait bien le mettre de côté, parce que des fois, vous avez des exercices de sécurité qui tombent en plein milieu de votre sieste et vous aimeriez bien rester au lit quoi, à ce moment-là. Ça arrive souvent, oui. Parce que après, on peut tomber sur des bateaux qui ont une équipe de nuit, une équipe de jour, et en général, l'exercice de sécurité se passe mi-journée. Donc, c'est vrai que Ouais, exactement. une des deux équipes est mise à contribution. Et c'est vrai que ça peut être pendant ses heures de repos ou pendant son sommeil. Mais bon, Donc, ça rentre vas-y. en ligne de compte
du maritime, hein. Ça, c'est vraiment quelque Non, chose mais qui après, est... c'est la procédure, quoi. Bon, faut l'accepter, quoi. Et est-ce que tu as passé des formations avant d'embarquer? C'était avant d'embarquer, avant mon premier embarquement, c'était ça, ces formations entre guillemets certifiantes. Et après mon premier contrat, on m'a fait passer une formation sécurité incendie que la compagnie a payée à Marseille avec le centre de secours pompiers de Marseille. Et là, pendant presque une semaine, du matin au soir, on avait des exercices de sécurité, on avait une partie théorique et une partie pratique, donc c'était assez intéressant, où on était assez vite dans le vif du sujet, où on avait différents exercices. C'était vraiment une formation complète et très intéressante. Donc, il faut savoir que la compagnie Ponant prend en charge cette formation. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, voilà, tu as ta formation, tu as embarqué. Alors, explique-nous un petit peu une journée type. Tu te lèves à quelle heure? Tu te couches à quelle heure? Alors, une journée type, pour moi, à mon poste de sommelier, je me lève sur les coups du 8h, 8h30, pour mon petit-déj. Et dès le matin, faut être assez réactif. Vous préparez votre réquisition. Je prépare ma réquisition avec le cost contrôleur. Qu'est-ce que Moi, tu je prépare appelles, excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles réquisition? ma réquisition, c'est toutes les boissons que je vais avoir besoin pour la journée. Voilà, que ça Ta mise en soit place. Ok. voilà ma mise en place pour la journée. Boissons, de manière générale. Donc boissons, soda, enfin tout. Donc c'est vrai que donc ça c'est dès le matin. Si on a un cost contrôleur parce que le cost contrôleur, enfin la partie économa sur le bateau, elle a tous les départements à aider le matin. Donc c'est dès le matin, c'est un peu le branle-bas de combat entre la sommellerie, la cuisine et les autres départements. Donc au plus tôt c'est fait, mieux c'est. Donc je ravitaille une fois ça fait. Je remonte ça au restaurant, je prépare et ensuite je mets mes bouteilles de vin blanc au frais et les vins rouges, je les range dans les placards. J'ouvre une partie de mes bouteilles, comme ça les bouteilles sont déjà ouvertes pour le service. Je les mets au frais, j'essaie de faire ma réquisition au plus tôt possible. Bon, il arrive que des fois il y a des contretemps, donc la réquisition est faite un peu plus tard. Donc si je m'organise bien, la réquisition est faite de bonne heure, les vins seront frais pour le service. 9h30, 10h, allez, on va maximum 10h30. La réquisition est faite, les vins sont rangés. Voilà, je prends une petite pause, je reviens parce que après le point de restauration pour le personnel est ouvert à partir de 11h30 si je me trompe pas. Donc je prends une petite pause, vers 11h, je reviens au restaurant, je fais ma mise en place des vins, je dispose les vins sur les stations correspondantes au restaurant, puisque c'est des vins de croisière en fait. C'est les vins de table qu'on va servir pour la journée. Mhm. Parce que le passager, lui, il a acheté une croisière, entre guillemets, tout inclus. Et à côté de ça, bien entendu, j'ai des vins qui sont en plus payants. Donc si j'ai des exceptions, c'est tant mieux pour moi. Ça me permet de faire des ventes. Donc je fais ma mise en place. Je vais manger midi, suivant à savoir que le restaurant, les ouvertures du restaurant, on dépend beaucoup du planning des passagers. Parce que des fois, les passagers, suivant les itinéraires du bateau, les passagers doivent manger tôt pour partir en excursion tout l'après-midi, ou alors ou alors le restaurant ouvre à partir de midi, midi et demi. Donc, des fois, quand les passagers doivent manger tôt, ça peut commencer dès 11h. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps mort entre le petit déjeuner et le déjeuner. Pas beaucoup de temps mort, surtout pour les serveurs. Mhm. Et donc, on fait notre réquisition en fonction de ça, puisque si le restaurant ouvre à 11h, on sait très bien que les passagers vont pas consommer énormément de vin. Vous Donc, êtes, une fois le restaurant, pardon, vous êtes combien en salle? donc, un à deux sommeliers, un responsable de restaurant. Il a un ou deux assistants, suivant les bateaux. Et il doit y avoir 7-8 chefs de rang. Et la même chose pour les commis. Donc, c'est plusieurs stations. Le chef de rang va avoir, je sais pas, entre plus ou moins 10 tables à charge. Et avec lui, il va avoir un commis. Donc, le chef de rang, lui, reste en salle. Et le commis lui apporte ses plats, ses boissons chaudes, il lui apporte tout ce qu'il a besoin, de façon à ce que le chef de rang, lui, reste en salle à 100%, s'occupe de ses clients. Donc, quand on a 180 passagers qui doivent manger en une heure, c'est assez intense. Donc, le service du midi passe. Je range mes vins, je nettoie mes stations, je range mes vins. Là, il est de 14h30, 15h. Bah, je vais faire la sieste. Et puis, je reviens vers
17h30, 18h. Je refais la même chose que le matin. Je prépare mes vins pour le soir. Je vais manger et puis après c'est parti, le service passe et je finis sur les coups de 22h30, 23h. La seule différence, c'est que c'est vrai que le midi ou le soir, je peux avoir, j'ai un peu de verre aussi à policher, parce que si je vends des verres à vin fin, si je vends du vin fin, j'ai mes verres exprès adaptés pour les vins que je vais vendre à policher. En général, sur les coups de 23h, 23h30, je peux être parti. Ça représente une journée en coupure. Par rapport aux serveurs, eux, ils font de la double coupure, puisqu'ils font le petit déjeuner et dîner. Donc je m'en plains pas, mais c'est vrai que bon, il y a du taf quand on va nous demander de servir le vin de table, d'être un peu partout à la fois. On a un support des serveurs qui nous aident un peu à servir le vin de table, enfin le vin de croisière, afin qu'on puisse essayer de se concentrer sur des potentielles ventes. Mais c'est vrai que quand le bateau est complet, c'est assez intense. Et à ça, on va rajouter parfois, on va nous demander une fois ou deux par croisière d'organiser une dégustation de vin pour les passagers. Oui. Donc en général, c'est durant l'après-midi pendant que le bateau est en mer, en navigation. Donc, du coup, ça peut être en général, ça doit durer 1 heure, à partir de 16h jusqu'à 17h. Donc, on anime une dégustation de vin autour de 4-5 vins. Voilà, ça. Et puis, la compagnie nous demande également d'essayer d'organiser durant un service, peu importe lequel, enfin en général le dîner, en accord avec le menu du jour et le chef, un accord mets vin. Donc ça permet, si tu veux, de doper les ventes de toute manière, en fait. Ça permet un petit peu à la fois d'essayer de trouver l'envie pour les passagers, de doper les ventes et puis de se faire plaisir, tout simplement. Ils ont l'occasion d'acheter du vin derrière, j'imagine. Oui, voilà. Mais enfin, même sans ça, ils ont l'occasion d'acheter du vin derrière. Et effectivement, quand on fait un accord mets vin ou même une dégustation de vin, si la dégustation plaît en général, généralement les passagers, ils se lâchent un petit peu, quoi. Bien sûr, oui. Et puis en plus, ils découvrent ce que tu leur proposes. Justement, est-ce que tu as carte blanche pour l'achat des vins? Alors, pour la carte des vins sur le bateau, c'est la même sur tous les bateaux. Pourquoi? Parce que ça permet d'uniformiser la même carte sur tous les bateaux. La compagnie fait un consulting avec un sommelier extérieur, un sommelier qui travaille dans un établissement parisien. Et ils font un consulting avec et lui s'occupe de la sélection carte des vins, blanc, rouge, toute la carte. Donc ça permet d'avoir une carte, une belle carte. Pas trop de références, 150, 200 références plus ou moins, mais des beaux vins. Et c'est surtout une carte qui est lisible par tous les passagers de toute nationalité. C'est ça aussi, puisque vous avez à la fois tous les grands crus bordelais qui sont représentés, plus ou moins, du premier ou cinquième grand cru, à la Bourgogne, à l'Italie. Enfin, on fait un petit tour du monde sympathique avec des références qui sont assez sûres. C'est des valeurs sûres. Et puis, il y en a pour il y en a pour tous les portefeuilles, quoi. Il y a des vins à moins de 50 euros. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et puis, il y a des vins qui vont dépasser les 400-500 euros. Mais ça reste une très jolie carte. Et surtout, je pense qu'on est assez compétitif par rapport à la carte des vins de d'autres compagnies maritimes. J'ai pu, entre guillemets, par curiosité, regarder ce que d'autres compagnies faisaient. Et je me dis que finalement, on était assez bien. Et puis voilà. Et puis nous, en tant que sommelier, quand on vend des belles bouteilles, ça nous permet aussi de goûter, tout simplement. C'est là où Ah oui. c'est là où moi je rejoins un petit peu mon plaisir personnel, puisque au-delà de servir du vin de croisière, qui est pas très fort, qui est pas forcément très gratifiant, il n'y a pas trop de gratification à ça, quoi. Mais quand on vend du vin, quand on anime des dégustations de vin, quand on a quelques passionnés de vin sur le bateau, c'est vrai que ça permet nous aussi de se faire plaisir. À savoir que sur une croisière en général où il y a 180 passagers, on va dire, il y a pas énormément de passagers, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même si les croisières sont assez onéreuses, c'est une petite poignée de personnes qui vont se lâcher sur le vin, quoi. Et un jour, ils vont prendre du vin, un autre jour, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que nous, l'intérêt, c'est de vendre du vin, quoi. Faut faire plaisir à tout le monde. Mais l'intérêt, c'est aussi de susciter un petit peu la vente chez les passagers afin de nous, personnellement, avoir un plaisir personnel. Disons, de trouver un peu notre rôle sur le bateau, quoi.
Oui, le partage entre les passagers et le partage avec sa passion vers ce métier. Et justement, on disait que Ponant, donc c'est une compagnie française. Donc les passagers, quelles sont les nationalités en général? Bah, c'est un multiple de nationalité finalement, puisque c'est vrai que suivant les itinéraires, sur mon premier contrat, on avait français, anglophone. Sur la dernière croisière, sur la croisière de fin d'année qui durait 17 jours, c'est une croisière un peu longue parce que ça englobait Noël et 31. Donc on avait des passagers un peu de toute origine, des Indiens, des Mexicains. Mais c'était une croisière assez agréable. Non, il y a un peu toutes les nationalités. Bah, c'est vrai que suivant les itinéraires, vous allez faire beaucoup d'Américains. Et puis on a des tours opérateurs aussi. On a des tours opérateurs américains. Donc eux, ils achètent des croisières entre guillemets tout inclus. Donc on va avoir ces tours opérateurs-là qui pour la compagnie sont très importants parce que ça représente un budget important à faire valoir sur le prévisionnel. Oui, oui, oui. Et oui, c'est la moyenne d'âge en général des passagers. Alors là, c'est là où peut-être par rapport à d'autres compagnies, on a la chance d'avoir des beaux passagers, des passagers quand même, puisque qui dit passager, qui dit croisière de luxe, dit passager de luxe. Oui. Mais bon, la moyenne d'âge est de, on va dire, 70-80. 70-80. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est pas toute jeune. Bon, il arrive parfois qu'on ait des enfants, on a des passagers qui sont un peu plus jeunes, mais c'est vrai que c'est des croisières, c'est vrai que c'est des passagers qui sont adaptés par rapport à ce type d'itinéraire et de voyage, plutôt que des croisières peut-être comme Club Med ou autres, où les compagnies auront peut-être des passagers beaucoup plus jeunes. Bon. Ouais, donc tu as rarement des enfants à bord. On en a, ça arrive, mais c'est vrai Les que petits-enfants, les petits-enfants plutôt. on en a pas tellement, mais le gros de la clientèle des passagers, c'est on va dire, ouais, entre 60 et 80. D'accord. Et donc là, ton premier embarquement, elle durait combien la croisière? Combien de temps? Euh, les croisières, disons, suivant les bateaux, moi je sais que sur le Soleil, les croisières duraient 10, 12, 11, 12 jours à peu près pour les passagers. Moi, mon contrat, il a duré du 19 septembre au 20 janvier, à peu près, hein, à quelques jours près, c'est ça. Donc c'est vrai que, bah, en fait, quand on est sur le bateau, une chose la plus importante, c'est que faut quand même se ménager. Il faut tenir sur la durée, puisque vous travaillez quand même, on travaille 7 sur 7. Hmm. Alors, tu me racontais tout à l'heure en off, alors là, tu nous as raconté ta première croisière, et tu as demain, grande nouvelle, tu vas partir en Antarctique, c'est ça? Ouais, grande nouvelle. Enfin, je suis pas encore, mais demain, grande nouvelle, je vais faire partie de l'équipage qui va entre guillemets inaugurer pour les passagers par la suite le dernier né de la compagnie, le commandant Charcot. Euh, c'est assez excitant. On en fait beaucoup, on en parle beaucoup actuellement. Le commandant Charcot, c'est un brise-glace, le dernier né de la compagnie avec tout un tas de gadgets de technologie, mais surtout un navire qui s'inscrit dans le temps, voilà. Donc, et puis qui est très concurrentiel par rapport aux autres compagnies. Donc, je vais faire partie de l'équipage. Donc, c'est assez excitant, j'avoue. Mais moi qui ai déjà deux, trois contrats déjà, ça va être mon cinquième, je crois. Je suis assez excité, je suis très content, je suis pressé de voir le bateau, faire connaissance avec les équipes. Mais par-dessus tout, je me dis très bien que ça va pas être de tout repos. Ça fait partie du jeu. Je sais pas, on verra bien ce qui nous attend. Mais je suis assez content de faire partie de cette expérience. C'est toujours une belle expérience. C'est toujours quelque chose qu'on se souviendra d'avoir fait partie de l'équipe qui aura mis le bateau en place, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et puis Charcot, il faut rappeler que ils ont baptisé le nom du bateau par rapport à un grand explorateur justement de ces zones extrêmes, quoi. Ouais. Eh ben c'est excitant tout ça, Jonathan. Ouais, Donc ouais. t'as préparé ta valise alors? Bah, juste avant que tu m'appelles, j'avais commencé à la préparer. J'ai commencé à faire un brin de ménage chez moi et je me dis, ça y est. En fait, j'ai débarqué cet été, j'étais en Islande sur un des bateaux de la compagnie. J'ai débarqué le 23 août
Et puis, j'ai pas vu le temps passer puisque j'ai une fille. Je l'ai pris en vacances pendant une semaine, pendant les dernières semaines, les derniers temps de vacances, des grandes vacances quoi, d'été. Et puis, tout s'est enchaîné puisque après, quand je suis à terre, bah, moi, je travaille quoi. J'attends pas que ça se passe. J'ai travaillé encore hier, je travaillais quoi. Je crois que finalement, j'aurais peut-être dû me reposer un peu plus, mais bon, après, c'est le jeu quoi. Puis là, aujourd'hui, bah, je profite entre guillemets de ma journée de repos. Je boucle ce que j'ai à faire. Puis je fais ma valise. Ce que j'espère, c'est que je vais rien oublier, parce que on fait toujours les valises. Ça, c'est comme quand on part en voyage, on oublie toujours un truc. Ouais, Donc ouais. bon, bah, voilà. Donc, tu pars pour combien de temps? Alors, j'embarque demain et je dois débarquer le 22 janvier 2022. Ah oui, donc c'est 4 mois, c'est ça? Ouais, 4 mois. 4 mois, ouais. Ça va être assez intense, 4 mois, et surtout, je vais faire la croisière de fin d'année, qui est une belle croisière, mais qui est dure. La croisière Noël 31, ce qui est bien pour nous les sommeliers, c'est qu'on bah, on a l'opportunité, on a de la chance, sachant qu'on profite de l'occasion, quoi. Noël 31, bah, pour vendre des valises. Ça va être génial, je suis sûr, ça va être génial. Ah oui, oui, je m'en fais pas. Jonathan, alors, d'après toi, quelles sont les qualités requises pour travailler sur un bateau? Question qui tue. Je pense que quand on travaille à terre, dans l'hôtellerie et restauration, tout comme sur un bateau, là, les qualités, c'est surtout beaucoup d'envie, qu'on soit un nouveau ou quelqu'un d'expérimenté dans le métier, beaucoup d'envie, avoir envie de faire bien, l'humeur, envie de partager son métier. Après, être conscient, maintenant sur un bateau, être conscient qu'on va travailler 7 jours sur 7. Il faut quand même, à un moment donné, il y a juste des limites. On repousse un peu ces limites mentales et psychologiques, parce que bon, on travaille, faut être conscient de tous ces paramètres, quoi. Oui, donc Le, pour quelqu'un qui est issu de l'hôtellerie-restauration, qui a l'habitude, qui a quelques années derrière lui de restauration, alors là, c'est quand même un point important. Il faut bien préciser que au niveau de la charge de travail, on passe un niveau au-dessus, hein. On passe un niveau dessus quand même, hein. On passe un niveau dessus. Ça n'a rien à voir avec c'est les mêmes passagers qu'on peut retrouver en France, en tant que clientèle, dans les grands hôtels ou autres. Pas forcément plus exigeants, mais ils ont quand même des attentes. Voilà, faut tout le temps être de bonne humeur, souriant, avoir envie surtout de travailler, savoir s'accommoder avec ses collègues, parce que ça, c'est pas évident. Quand vous êtes à terre dans un établissement, bon bah si ça va pas, des fois, bah, vous pouvez, si ça va vraiment pas, des fois, entre guillemets, vous pouvez claquer la porte du jour au lendemain. Sur un bateau, c'est quand il y a des choses qui vont pas, bah, faut essayer de mettre de l'eau dans son vin et faut se dire ça déjà. Faut, faut déjà se dire que quoi qu'il advienne, faut que ça passe. Donc, faut essayer vraiment de s'entendre avec tout le monde. Ça, Ça, c'est vraiment c'est très très important. important pour, oui, Très important. exactement, pour ceux qui nous écoutent. C'est très important de savoir que dans la restauration traditionnelle, une fois qu'on a terminé son service, on rentre à la maison. Voilà, on a ce que j'appelle une soupape un petit peu pour oublier un petit peu toute la fatigue, etc. Alors, sur un bateau, là, comme tu nous expliques, on part Bah, 4 c'est vrai mois. que C'est 4 mois, on se lève, on se couche avec les mêmes personnes. Donc il y a un niveau émotionnel qui est quand même plus important que travailler dans un endroit traditionnel à terre. ouais. C'est ça? Alors effectivement, une fois sur le bateau, on est quand même dans une bulle, je le répète. Mais bon, bah, il y a des activités qui sont organisées un petit peu par la compagnie, quoi. Et au sein même du bateau, en France, dans un établissement, on appellera ça un comité d'entreprise. Sur un bateau, on va appeler ça le CAC. Où, suivant là où on va être à quai, il pourra y avoir des activités extérieures ou des fois je sais pas, il va y avoir des Halloween parties, puisque sur le bateau, bon, bah, il y a un bar pour l'équipage, il y a une salle de fitness, enfin, voilà, il y a quand même des choses qui sont mises aussi. La compagnie, il faut pas oublier que c'est le bateau à taille humaine, mais voilà, elle prend soin de l'équipage. Elle est consciente que, bon, bah, voilà, l'équipage, ce qui fait tourner un hôtel-restaurant à terre, c'est la même chose que un bateau, c'est grâce à l'équipage, c'est grâce au personnel. Donc, sincèrement, elle nous le rend quand même assez bien. Elle fait quand même beaucoup de choses pour nous. Après, pour ma part, en tant que sommelier, encore une fois, en restauration, bon, bah, il y a des fois, on peut pas forcément adapter notre planning à ce genre de choses-là. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour essayer
à décompresser un peu. Il y a des soirées du personnel, voilà, qui sont organisées tôt jusqu'à tard, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Oui, bah, c'est important, hein. C'est important comme on dit, hein, sur un bateau, il y a une chose qui est importante aussi, c'est la nourriture, hein, qui Ouais, est... la nourriture du personnel. Mm, mhm. Alors à terre, il y a quelqu'un qui s'en charge. Sur un bateau, c'est pareil. Non, ça va globalement, on mange bien, quoi. Globalement, on mange bien, c'est assez varié, il y a des crudités, voilà. Non, ça va. Et puis nous, des fois, c'est vrai qu'en travaillant au restaurant, bon, bah, des fois, on peut goûter un peu des choses que les passagers ont, donc bon, bah, c'est le petit plus entre guillemets. Non, ça va. Globalement, ça va. On est loin des sous-alimentés, hein. Je le dis bien parce que moi, à chaque fois, je reviens, j'ai pris quelques kilos j'ai pris quelques kilos en plus. Je sais pas si c'est le stress, parce que je suis d'une nature un peu stressée et anxieuse, qui me fait prendre des kilos, ou si c'est ce que je mange, mais je reviens toujours avec quelques kilos en plus. Ça va, après, je les perds vite. Voilà. Oui, Faire quand même attention, sur un bateau, on peut vite prendre des kilos, quoi. oui. Finalement, le plus difficile pour travailler en mer, c'est la charge de travail, quoi. C'est ce contexte d'être clôturé, d'être enfermé, voilà, et Oui, c'est ça. Alors, suivant les postes, on parle bien de la restauration, hein. Suivant les postes, vous pouvez être coiffeuse ou d'autres départements, réceptionniste, enfin, suivant les postes, hein, bien sûr. Là, on s'arrête bien à mon niveau, restauration et sommellerie. C'est vrai que le plus dur, ça peut être la charge de travail, travailler quand même 7 jours sur 7. Voilà, avoir une charge de travail. Je dis pas que c'est une charge de travail assez soutenue, mais la cadence est, comme je disais au début de l'interview, travailler sur un bateau, bah, vous n'êtes pas en croisière. Non, faut pas s'imaginer qu'on va être sur une plage avec les palmiers, avec un mojito à la main. C'est pas du tout ça. Non, 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 faut vraiment, faut en être conscient, quoi. Faut en être conscient. Pour ma part, hein, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Puis voilà, il y a peut-être des personnes qui le vivent différemment, mais qui font ça vraiment pour l'expérience et la destination, et d'autres qui veulent perdurer un peu plus dans l'entreprise et qui prennent leur travail vraiment au sérieux, et puis ça leur permet ils savent que voilà, le travail à un moment donné sera récompensé, et ils savent aussi que après il n'y a pas de secret, si votre travail est récompensé, on vous rappelle, quoi. Exactement. Bah oui. Bah écoute, Jonathan, ce podcast va se terminer. Je te fais un grand merci pour ta participation sur Job à Bah écoute, bord. tant pis, avec plaisir. On a appris beaucoup, beaucoup d'infos précieuses grâce à toi pour ceux qui nous écoutent. Bah écoute, c'était un plaisir partagé. Merci Euh, beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? que tout se passe bien, de vivre des bonnes choses, de se faire plaisir, encore une fois. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le vis. Je suis content de vivre. Moi, je suis content de vivre cette expérience à mon âge. Je sais pas si il y a 10 ou 15 ans, j'aurais pu y arriver, en fait. Bon, on sent beaucoup de passion hein, Oui. à travers ton expérience hein, quand même. On sent que tu aimes ce que tu fais. Ce qui est primordial quand on fait ce métier. Ça, c'est vraiment une qualité number one, hein. Si vous n'avez pas cette étincelle, puisque là, dans la restauration, que ce soit à terre ou ailleurs, pour perdurer, il faut quand même être passionné. Et, enfin, moi, j'ai évolué, je suis vraiment pur produit de la restauration, finalement. J'ai travaillé, j'ai fait mon apprentissage, commis, chef de rang, maître d'hôtel, responsable de salle dans un établissement sympa. J'ai eu la chance de travailler un petit peu. J'étais un petit peu. Mon CV peut paraître instable parce que j'ai fait un ou 2 ans à droite à gauche. Et puis il y a une dizaine d'années, je me suis stabilisé dans Paris. J'ai fait quelques palaces parisiens. Je me dis que si c'était à refaire, je le ferais, puisque j'ai eu la chance d'avoir pu travailler pour des chefs qui étaient encore en cuisine. Mhm. Donc ça, c'était important. Puis ça m'a permis de voir aussi des belles choses. Alors, Et Jonathan, alors en parlant de choses importantes, est-ce que c'est important de parler anglais? c'est vrai que maintenant, moi, je parle anglais couramment. Aujourd'hui, oui, c'est primordial dans le métier. Même si on ne travaille pas à l'étranger, mais aujourd'hui, on reçoit de manière générale une clientèle quotidienne anglo-saxonne. Eh oui. Donc, c'est important de maîtriser l'anglais afin de comprendre les besoins du client et de vite d'être réactif, quoi. Parce que il y a 10, 20 ans, enfin il y a quelques temps en arrière, on parlait pas anglais, bon on s'en sortait avec les autres qualités qu'on avait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui parler l'anglais, je dirais que c'est un minimum.
Moi, j'ai voulu me mettre à l'espagnol. Je suis mauvais élève. J'ai arrêté. Mais aujourd'hui, c'est le strict minimum, l'anglais, quoi. C'est primordial, c'est primordial. Comme tu dis, on a assez d'outils aujourd'hui pour que ce soit au niveau des entreprises qui proposent le CPF, voilà, de se faire quelques heures d'anglais quand on est en repos, en week-end, contrairement à quelques années en arrière où c'était pas possible. C'est vrai que maintenant on a affaire à une clientèle internationale et de plus en plus, hein, il y a plus en plus de bateaux qui se construisent. Ça devient, contrairement à une trentaine, quarantaine d'années en arrière, où il y avait une clientèle qui était un petit peu âgée, voilà, les croisières c'était un petit peu poussiéreux, etc. Maintenant, ça se démocratise de plus en plus au niveau des générations et c'est primordial, c'est primordial. Donc ça c'est important de le souligner. Merci Ouais. Jonathan, merci Bah, ça va. beaucoup, merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation et bon vent à toi. Merci. Merci beaucoup. Eh ben voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, personnellement, je me suis régalé et je pense qu'on aurait pu encore discuter bien longtemps. Merci encore 1000 fois, Jonathan, pour sa participation sur ce podcast. On a bien senti dans son témoignage le professionnalisme et la passion. Et surtout, grâce à lui, on a plein d'infos pour embarquer avec, pourquoi pas, la compagnie Ponant. Alors, concernant la compagnie Ponant, si tu veux aller jeter un œil aux offres d'emploi, tu vas sur ponant.com, tu vas sur la page d'accueil, tout en bas, tu as l'espace carrière. Et tu pourras même postuler en ligne avec les offres d'emploi qui sont proposées. Si tu veux t'abonner à Job à bord, ça c'est une bonne idée, et rien rater des prochains épisodes, tu vas sur Apple Podcasts où tu pourras mettre plein d'étoiles et des commentaires. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as eu plein d'infos. Je te dis bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.